Et yes, et je te fais un petit clap de famille. Dis clappen. Waouh, t'as les mains qui tapent, toi. Je sais, je suis comme ça, moi. Que tu me dis clap, frère, je clap. Y a pas... Les amis, c'est un vrai plaisir de vous avoir encore une fois sur ce format qui continue. Alors là, aujourd'hui, on est exactement le 26 février. Cette vidéo sort le 16 août, le 16 avril, c'est bon? Oh, ça va, tranquille. T'as le temps? J'ai le temps, je suis pas pressé. J'attends là, je bouge plus. Tu vas avoir le temps de valider la V1, V2, V10, V20. C'est ça l'avantage de ce truc-là. Il va me faire tellement valider au bout d'un moment, je fais ah ta gueule, c'est bon. C'est un parcours du combattant. On a eu des soucis, toi et moi. C'était un enfer, cette histoire. Pas lui et moi, genre on s'aime pas, tu Non, vois. ça, on s'adore. Non, voilà. Genre, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a le Covid. Il y a eu le Covid, donc on a fait une première fois cette interview, mais en visio. Alors on a eu des galères parce que la connexion, c'était pas du tout ça, quoi. Ça a pas marché du tout. Et je t'ai envoyé un message gentiment en me disant, mec, écoute, ça va pas aller l'interview. J'étais dégoûté. Et comme je suis un connard, j'ai dit, bah va te faire foutre. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On peut le faire. Ah non? Bah non, c'est pas ça. Et il m'a envoyé un message gentiment en me disant, mais mec, écoute, la prochaine fois que t'es dans le sud, tu viens, tu descends, puis on l'a fait là. Et d'où mon intervention ici, maintenant. On est sur la chaîne de Pierre Siga, mesdames et messieurs. Chez toi, tu peux faire un clap si t'en as envie. Vous voyez qu'on est en face. Je vous ramène des invités qui sont de mieux en mieux et de plus en plus. Si vous avez aimé les dernières, vous allez forcément aimer celle-là. Ça, c'est pour lui mettre un coup de pression. Grave. Soit un petit peu... Je sais pas qui est passé avant, les gars. T'inquiète, j'ai fait David Copperfield la semaine dernière, donc tu passes juste après lui. T'es entre David Copperfield et Slidini, si tu veux. Pleure pas trop, ça va aller. Ok. Bon, bah écoute, pour... T'as fait Siegfried and Roy? Non, pas... Ok. On la met pas, celle-là, on coupe. Merci. Ok. Juste après celle de Daryl. Alors, on y va. Voilà. Écoute, pour les quelques personnes qui regardent cette interview, parce que j'ai tout à fait conscience qu'en fait, c'est un format qui est surtout regardé par les magiciens, parce que... Bah, une interview de magicien, ça plaît aux magiciens. Il n'y a pas de tour, ça dure 1 heure, mais en même temps, ça se trouve, il y a quelques profanes qui se retrouvent ici et qui te connaissent pas d'une manière ou d'une autre, ou qui voient ton nom, ils disent youtubeur, Pierre Siga, il faut que j'aille voir, parce que t'en donnes pas énormément des interviews. Non. Alors, je t'invite à te présenter en 2 mots, comme ça c'est fait, et on peut passer aux choses sérieuses. sérieuses. Je m'appelle Pierre Siga, voilà. Boulanger de Ferrand-Fils, fils de charpentier. Et non, c'est pas ça. Tu sais, faire une interview sérieuse de moi, c'est... Voilà. Non, mais moi, ça fait trop longtemps que je fais de la magie. Trop longtemps, parce que ça veut dire que je suis très vieux. Ouais, c'est pas... On dirait pas comme ça, mais... Si, on dirait. Ah, merde. Non, on dirait pas. Non, ça fait 20 ans que je fais de la magie. Je commençais la magie en 80... Même plus, je commençais la magie en 99. 99, donc, je suis né en 96, monsieur. Putain, j'avais 3 ans. Il avait 3 ans, il courait partout. Il avait une couche comaque, frère, elle était tout le temps pleine. Voilà. J'attendais que tu viennes me changer, mais t'arrivais pas. Pas. Donc ouais, non, j'ai commencé la magie en 99, et puis voilà. 99, 2000 jusqu'à 2006, bah, j'ai travaillé comme un gros porc. 2007, je me suis dit que j'allais ouvrir mon école de magie, avec un programme qui est toujours à jour aujourd'hui. Je ne savais pas les gars, on vous dit tout, mais il y a un cours qui est en train de se donner. Juste à côté, ouais. C'est dans la pièce à côté, il y a mon Clément avec qui je bosse, qui est un de mes anciens élèves qui donne le cours. Et donc voilà, donc j'ouvre mon école de magie en 2007, et puis ensuite 2010, je me prends de passion pour l'hypnose, en plus de la magie. Mais vraiment de passion, tu vois. C'est pas genre, waouh, l'hypnose ça marche, je peux gagner de la caille, je vais en faire. C'est genre, je me suis pris de passion pour l'hypnose. C'est génial. Et quand j'ai commencé à connaître le sujet, pas le maîtriser, parce que tu maîtrises jamais trop le sujet de l'hypnose, c'est tellement... Tu joues avec le subconscient des gens, donc c'est vaste. Mais quand j'ai commencé donc à m'intéresser à ça, hop, Mesmer est arrivé, a fait la promo d'hypnose. Moi j'étais là, oh là là. Donc, bah ouais. Non mais tu vois, des fois, voilà, ça tombe bien. Bah, ça tombe super bien. Le hasard fait que voilà. Et donc j'étais déjà formé quand c'est arrivé. Et donc j'ai pu me démarquer comme ça. Et puis en 2017, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et voilà. Le début d'une énorme aventure aussi. Ouais, bah, je pense que en vrai, toute la vie toutes nos vies sont des aventures, tu vois. Mais après, c'est des étapes. Voilà. Et là, on a fait l'étape YouTube. Et l'étape YouTube, elle marche pas mal. Voilà. Alors, c'est clair qu'on a un truc, c'est que tu fais pas mal de choses en y réfléchissant. Si on met tout bout à bout, ça fait magicien professionnel, ça fait hypnotiseur, ça fait école de magie, ça fait YouTube, enfin, Twitch. Et plus généralement réseaux sociaux, en fait. Twitch et Instagram. Voilà, c'est ça. C'est un enchaînement qui au final découle assez bien, qui fait plein de choses. Ouais, parce que je me laisse porter en fait. C'est important. Mais enfin voilà, il y a des moments où il faut que tu prennes les choses en main. Tu peux pas attendre que ça tombe pas. Mais après, quand c'est lancé, ben, je me laisse porter et puis je m'adapte. C'est le meilleur moyen, je trouve. Tu sais.
Parce que si je dis pas de bêtises, si on commence par parler de YouTube, au tout commencement, t'as des monteurs qui sont venus te voir en disant... Alors, l'histoire de YouTube, c'est que en fait, moi, j'avais demandé à des mecs de venir me filmer parce que j'étais invité sur une convention. Il y a des conventions de partout en France, peut-être que tu en as déjà vu, où il y a des YouTubeurs, des gamers, des cosplayers, des doubleurs voix, enfin voilà, qui se réunissent tous au même endroit. Tu peux aller faire des dédicaces, tu peux t'acheter tes dernières figurines pop, des katanas, enfin voilà, c'est très culture Japon, geek, enfin voilà, il y a tout ça mélangé, gaming, tout ça. Et moi, j'étais invité à la base pour faire un petit peu d'hypnose. Voilà. J'y suis allé et à la fin du spectacle, les youtubeurs qui étaient présents là m'ont dit « Ah, viens, on va boire un coup. » On va boire un coup, je sors un jeu de cartes, tu sais ce que c'est, t'es dans un bar, ça part tout seul. Voilà, ça part, bam bam. Puis là, mais c'est génial la magie, mais ça doit être très dur en technique. Et tu fais bien la technique, mais surtout la psychologie que tu mets en place. Ah bon, la psychologie, la magie? Ah bah oui, donc t'expliques un petit peu que la magie, c'est pas juste faire une technique, il y a toute une réflexion derrière. Et là, tu vois, ils s'intéressent. Et à la fin de la conversation, enfin de la soirée, ils me disent, nous, les gens s'abonnent pour regarder ce qu'on fait et nous écouter dire nos conneries. Toi, c'est nous qui sommes là en train de t'écouter et de boire tes paroles. Tu devrais monter une chaîne YouTube. Et là, j'ai fait... Mais ça peut faire flipper, en vrai. C'est-à-dire que, contrairement peut-être à d'autres personnes qui se disent « Ouais, YouTube, tu allumes une caméra et ça part et on s'en fout ». Là, pour le coup, moi, je savais que YouTube, c'était des heures de tournage, des heures de dérush, des heures de montage. Enfin, voilà, il y a tout un travail derrière qui est énormissime, quoi. Et donc, au vu, si tu veux, à ce moment-là, je faisais à peu près 200 spectacles par an. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. J'ai déjà, en fait, quand j'avais une boutique à École de Magie, quand j'ai fermé le lieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je sais, c'est-à-dire que toutes les dates que je refusais parce que j'étais bloqué à la boutique en train de vendre, j'ai pu te les accepter. Et puis tu acceptes une date, donc forcément tu te montres, comme tu te montres les gens. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Grave. Et je me suis retrouvé avec quasiment 200 dates. C'est redescendu depuis. Puis aussi parce que je veux que ça se calme aussi, parce que c'est vrai que je crois que le maximum que je suis monté, c'est 230 spectacles. Non, mais c'est énorme. Dans l'année. Ouais, mais... Parce que c'est quoi, tu es en intermittence, toi? Même pas, j'ai ma société. Donc, oui, d'accord, ok. Voilà, ouais. Donc pour le coup, quand tu es en société, plus tu veux manger bien, plus tu t'en fais, quoi. Évidemment. Et donc 230 spectacles, mais par contre, je tapais une dépression derrière. Ça, c'est encore un autre truc. Tu travailles trop. Comme tu travailles trop, tu t'amuses plus, tu n'as plus le temps de profiter de la famille, des amis, de tout. Et puis, c'est un cercle vicieux là pour le coup. Ouais. Mais voilà, donc ils me regardent, ils me disent, ouais, tu devrais te mettre à YouTube. Et moi, je leur dis, mais non, les gars, je peux pas. Ils me disent, écoute, si tu te mets à YouTube, nous, on t'aide. On te fait passer sur nos chaînes et on te donne de la visibilité. Donc, ok. Là, j'ai les deux monteurs qui entendent ça, que j'avais fait venir, enfin les deux mecs que j'avais fait venir pour filmer, qui entendent ça et qui me disent, ouais, mais nous, on t'aide. Nous, on est chaud. Les mecs essayaient de monter une chaîne YouTube qui marche depuis des années, ils n'arrivaient pas à dépasser 200 abonnés, et là, ils voient des YouTubeurs à plus d'1 million d'abonnés me dire, on t'aide, frère. Quand tu veux, on y va. Et donc là, ils se sont dit, ok, on le fait avec toi. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, alors, ok, on va commencer à envisager le truc. Et je me dis, mais il faut quand même sortir du contenu. Une chaîne YouTube, il faut l'alimenter avec du contenu. Oui, ça se fait pas tout seul. Et je me dis, moi, des tours, j'en connais. Mais des tours qui sont viables sur YouTube. Tous les tours que tu fais ne sont pas viables en vidéo. Et vice-versa, il y a des tours qui sont viables en vidéo et pas viables en vrai. Enfin, et donc, je me dis, est-ce que je vais avoir assez de connaissances, de culture pour pouvoir avoir tout le temps des nouveautés. Et là, il y avait mon Clément qui était là. Qui est donc, je disais, mon élève depuis... voilà, Clément, c'est élève / ami / frère / monteur / manager. Il est tout. Il est tout, ce mec, il est énorme. Et il était là parce qu'il m'aidait sur scène justement pour faire l'assistance, pour éviter que les gens se fassent mal et tout. Et il entend ça et il me dit, mais moi je t'aide. Et c'est vrai que lui, c'est moi qui l'ai formé à l'époque, il a une culture qui est encore plus grande que la mienne, même, voilà, et même de plusieurs magiciens réunis. Et donc il me dit, moi je t'aide à trouver des idées. Et on est parti comme ça. Entre-temps, on avait une petite différence avec les monteurs qui, eux, voulaient sortir moins de vidéos par mois. Et nous, on voulait en sortir plus. Eux, ils voulaient que ce soit moins fun, plus. Ils voulaient faire du Fabien Licard sérieux. Déjà, ouais. Fabien, on va dire que ça vulgarise, donc c'est cool, mais c'est pas le mec le plus déconnant du monde. Même si dans la vie de tous les jours, il est adorable et il est super déconnant, mais sur ses vidéos, tu regardes pas une vidéo de Fabien en disant « Ah putain, je vais bien me taper sur les petits morts de rire. » Clair. Donc, et eux, ils voulaient faire du Fabien Licard sérieux.
Et moi, je voulais encore plus partir dans la déconne. Ouais, bien sûr, évidemment. Faire des jokes de papa sous hypnose, faire des bails comme ça, quoi. Et donc, bon, on a arrêté de travailler ensemble. On a recruté Joss, tu verras peut-être demain, je crois. Et voilà. Et depuis, la team, elle est là, quoi. Voilà, les 3 mousquetaires. Parce que si jamais tu vois ça, il se trouve que demain, donc, on tourne une vidéo pour la chaîne de Pierre et l'affiche est là ou là. Je sais, tu sais de quel côté c'est? Ici, c'est là. Bah voilà, l'affiche est là. L'affiche est en haut à gauche. Maintenant, YouTube, sortez les fiches de l'autre côté pour Quentin. Soyez pas chiant. Si je fais comme ça, je veux que les 2 fiches sortent des 2 côtés. Ouais, c'est chiant au début, ça, quand au début, je dis un secret, au début, je dis, et la vidéo, je vous la mets ici. Puis je refais, et la vidéo, je vous la mets ici. C'est vrai ou après pour éviter de retourner l'image. Tu sais, moi, j'avoue que je me suis pas pris la tête sur les vidéos. Je fais soit là, je sais jamais. Non, elle est là, elle est là. Alors, parlons d'hypnose, parce que c'est un sujet qui... Je peux boire mon café? Prends ton café. En même temps, je suis chez WAM, les gars. Parlons d'hypnose, parce que c'est un sujet qui te passionne, c'est un sujet qui me passionne. Tu es hypnotiseur, je le suis aussi, et il y a un sujet qui fait débat énorme, enfin c'est peut-être un faux débat, mais l'éthique en hypnose. Ah, c'est pas un faux débat. Ouais, si tu regardes mes vidéos, tu sais que je prends un malin plaisir à... moi, je prends des précautions, mais je prends surtout un malin plaisir à dénoncer dans mes vidéos des mecs qui n'ont pas d'éthique. Comme tu as pu le voir, je sais pas si tu grèves des extraits après dans la vidéo. Je peux. Mais comme tu peux le voir dans une vidéo où le mec il endort quelqu'un sur les rails du train. C'est inconscient. Voilà quoi, voilà. Et puis quand il te dit ouais, je le réveille dans le grand 8, il voulait pas le faire. Mais s'il voulait pas le faire, enfin tu forces quelqu'un, on est sur du viol psychologique en fait. Donc voilà. Donc non, voilà, donc l'éthique c'est important et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci oncle Ben. Mais non, mais même si l'hypnose c'est pas un pouvoir, tu le sais, je le sais, vous le savez ou peut-être vous le savez pas, mais l'hypnose c'est pas un pouvoir. On travaille pour faire de l'hypnose. C'est voilà, c'est un apprentissage. Tu peux l'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre, malheureusement. Même ceux qui n'ont pas d'éthique, c'est pour ça que je dis malheureusement. C'est là que c'est difficile. Et donc voilà, et donc je me dis, vu qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, moi j'essaye d'être toujours clean avec mes sujets. Il y a toujours au moins une personne qui est avec moi pour leur sécurité. J'ai jamais un micro-main, j'ai toujours un micro-casque pour avoir moi mes mains libres pour pouvoir attraper quelqu'un. J'essaye de faire des actions qui sont toujours... Alors pas forcément politiquement correctes, parce que je ne suis pas politiquement correct. Oui, parce qu'il faut que ce soit drôle aussi, c'est du show. Mais pour moi, une belle action hypnotique, l'action qui va te faire rire, c'est celle qui va te faire rire parce que le contexte n'est pas adapté. Tu vois ? C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, tu conduis une Ferrari, là maintenant, il n'y a rien de négatif. Oui. Le mec il va pas dire « Fouh, j'ai conduit une Ferrari, chier !» Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va faire ça, tu vois. Mais le fait de le voir conduire une Ferrari sur une scène dans un théâtre, c'est pas le lieu. Et c'est ça qui fait rire. Voilà. Et donc j'essaye de toujours trouver des actions où, voilà. J'ai jamais fait d'action que moi j'ai trouvé borderline. Voilà. Je pense pas. Ouais, non, jamais. D'ailleurs, je pense que le pire dans une vidéo que j'ai fait, c'est tatouer une tub. Mais bon. Mais t'as fait pour de faux. C'est au feutre, c'est au feutre, les gars. C'est au feutre, ouais. Et encore, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était dans une vidéo pour un autre youtubeur. Et après, quand le mec te dit, ouais, ce serait bien de faire ça, tu calcules, tu te dis, bon, c'est limite. Parce que bon, le mec, il peut être un peu. Ça peut toucher à son intégrité d'avoir une tub sur le bras, tu vois. Surtout une belle tub dégueulasse, quoi. Pas la belle tub, genre bien faite. Non, Vinci. Non, ouais, la fusée avec les poils, quoi. Tu vois, dégueulasse. Mais alors Pierre, il a fait une vidéo qui était géniale et félicitations parce que c'était une super vidéo. En fait, j'en ai fait qu'une qui était géniale. La sextape que tu as faite avec Clem, celle-là, elle était géniale. Non, la vidéo que tu as faite avec cette femme qui avait été avec Lucie. Ouais, c'est super. Ça, je vous mets le lien. Parce que c'est vraiment une vidéo qu'il est de votre devoir de voir, parce que l'hypnose se répand de plus en plus. Et je suis content parce qu'elle a très bien marché pour le coup. Des fois, tu fais des vidéos et tu fais très peu de vues. On tape un délire, c'est pas grave. Mais celle-là, c'était vraiment de la prévention et je suis très content qu'elle ait marché parce que justement, ça permet à tout le monde de s'apercevoir que malheureusement, comme dans tout, il y a des dérives. Je pense que c'est important de mettre un petit peu des freins là-dessus aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand il n'y en a pas de trop non plus, que ça reste ponctuel, que ça reste rare, pour que ça cultive l'émotion magique, l'émotion hypnotique aussi. Au niveau du spectacle, parce qu'après, tu as toujours le côté thérapie. Oui, non, je parle pas du tout de thérapie. Au niveau du spectacle, clairement, et puis de manière générale, de toute façon, que ce soit hypnothérapie ou hypnose de spectacle, tu termines ta séance d'hypnose, tu te sens pas bien, il y a eu un bug, laisse tomber. C'est que l'hypnotiseur a chié quelque part. Mais cherche pas, c'est pas toi.
Donc je te dis, c'est vrai qu'il y a des hypnotiseurs qui n'arrivent pas à te mettre aux hypnoses et vont dire oui, mais c'est parce que tu n'es pas réceptif. Ta gueule. C'est juste qu'il n'a pas réussi à créer le bon contexte, qui t'a mis en confiance et qui t'a laissé l'hypnose entrer en toi, entre guillemets, parce que c'est. Je peux leur expliquer. Vas-y, je t'en prie. Il ne sait pas hypnotiser des gens. Je ne sais pas hypnotiser des gens. Vous savez vous hypnotiser. Voilà, vous savez vous hypnotiser. Et nous, on s'est créé le contexte qui fait que vous vous mettez en auto-hypnose. Et dans ce cas-là, on n'est pas des hypnotiseurs et vous des hypnotisés, on est des guides et vous êtes des auto-hypnotisés et on vous guide à travers cette auto-hypnose. Voilà comment ça marche. Donc un hypnotiseur qui te dit « Oui, c'est ta faute parce que tu n'es pas très réceptif ». Ta gueule. Voilà, c'est juste, t'as pas su. Mais moi le premier, tu vois, toi aussi, je veux dire, quand on a une salle de 100 personnes, il n'y a pas 100 personnes qui partent sous hypnose. Absolument pas. Il n'y en a qu'une dizaine à peu près. Enfin, je sais pas où ça doit être ça. C'est en gros ça, c'est le ratio. 15, quoi, voilà. Mais parce que justement, on n'a pas été assez balèze pour créer le contexte qui convient aux 100 personnes. C'est tout. C'est pas la faute des gens. Et puis c'est ok de toute façon. Et puis pour le spectacle, ça suffit, on s'en fout. Oui, il n'y a pas besoin de plus. Mais voilà, l'avantage de cette histoire de Lucie, pour la faire brève, au cas où tu n'as pas envie d'aller voir la vidéo, va la voir, parce que franchement, elle est vraiment d'utilité publique, je trouve. J'en fais pas beaucoup de vidéos d'utilité publique. J'en fais de temps en temps, tu vois, mais voilà. Et celle-là, en fait, si tu veux, l'histoire, c'est que c'est une demoiselle que je connaissais, parce que je l'ai rencontrée à la salle de sport. Elle a su que j'étais hypnotiseur de spectacle, elle a voulu venir me voir. Jusque-là, pas de souci. Elle est venue avec son mec, elle me présente son mec, et déjà, sur le coup, je le trouve bizarre, mais je dis rien, ça me regarde pas. Oui, ça va. C'est pas moi à juger quoi que ce soit. Et le hasard fait qu'elle est réceptive et qu'elle se retrouve sur scène. Elle fait tout le spectacle avec moi, donc elle conduit une Ferrari, elle part dans une planète, elle va faire du grand 8, elle danse dans une boîte de nuit, enfin il se passe plein de choses. Elle ressort, et là son mec commence à lui dire « Ouais mais moi je suis capable de le faire aussi, je suis sûr, franchement c'est facile ce qu'il a fait. » Et là il s'est mis à employer les mêmes mots que moi. Elle a laissé la porte ouverte, elle a dit bah ok, essaye. Il s'est mis à employer les mêmes mots que moi, à la même vitesse, à la même fréquence, sur la même tonalité, tu vois. Il s'est vraiment adapté à ce que j'ai fait. Et pour le coup, c'était ce qu'il lui fallait à elle pour être sous hypnose. Et donc, vu qu'en plus elle avait extrêmement confiance en lui, puisque c'était son mec, eh ben, elle s'est laissée aller. Et au début, c'était cool, tu vois. Et je me rappelle que quelques semaines après ce spectacle, j'avais fait une petite soirée chez moi, et elle était passée vite fait. Et puis elle me dit ouais, mon mec il s'est mis à l'hypnose grâce à ton spectacle, machin. Après, je sais pas, tu vois, je savais pas à ce moment-là ce qu'il faisait, donc bah ok, je lui dis quand même fais attention parce qu'il a aucune formation, donc fais gaffe quoi. Je trouve que c'est un peu rapide avant de s'amuser avec toi alors que le spectacle c'était il y a 3 semaines, enfin voilà. Et il me dit non mais j'ai confiance, il est gentil et tout. Et c'est d'ailleurs, et moi je lui ai dit donc de se méfier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a contacté qu'1 an et demi après en fait. Parce que progressivement ça a été de oh je te fais des chatouilles à distance, et puis la fois d'après ça a été autre chose à distance, puis autre chose. Et comme en fait il est pas passé de je suis cool, je fais un truc dégueulasse, eh ben forcément, son cerveau, elle n'a pas déclenché cette autodéfense que normalement on a quand on est sous hypnose. Elle était en confiance, et puis de ça en ça, elle est arrivée à faire des trucs, à par terre, à 4 pattes, en se prendre pour un chien, enfin des bails un peu dégueulasses. Enfin, voilà. Allez voir la vidéo, vous aurez toutes les infos. C'est hyper important, c'est d'utilité publique, il a raison, et d'autant qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont beaucoup de visibilité, qui parlent sincèrement et humblement de l'hypnose comme tu l'as fait dans cette vidéo et comme Lucie a pu le faire. J'ai la chance d'avoir cette visibilité et je me dis si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire quoi. C'est ça. Donc voilà, à l'heure actuelle, peut-être que dans 10 ans il y aura quelqu'un d'autre qui sera arrivé avec de l'hypnose, qui aura une plus grosse communauté que moi et qui aura encore plus de visibilité, mais en tout cas sur YouTube pour l'instant, si je le fais pas, je suis un connard parce que normalement c'est à moi de le faire et voilà, je pense que c'est de ma responsabilité. J'aime bien quand tu prédis l'avenir de ma chaîne comme ça. Ouais, c'est cool. Pas mal, hein, ça peut être pas mal. Attends. Et là, 1 million d'abonnés dans 6 mois. Grâce à cette vidéo-là. Alors, je ne suis pas devin, par contre. Voilà. Après, je peux me tromper. Il y a autre chose qui est hyper intéressant dans ce que tu fais, qui est l'axe que j'essaie de prendre dans cette chaîne aussi, qui est éduquer les gens, qui est les sensibiliser, leur transmettre les vraies infos et du coup la transmission de manière générale. Tu as dit que tu as créé ton école en 2007, yes. Tu donnes des cours ici, puis de temps en temps il y a des choses aussi qui sortent, qui peuvent sortir sur ta chaîne. Alors sur ma chaîne c'est rare et généralement, tu l'as vu, c'est pas des vrais tours. Ouais. Je vous le dis. Là je suis un imposteur pour ce coup-là. Vous voulez apprendre de la vraie magie, achetez des bouquins, achetez des DVD, prenez des cours, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui. Hein. Mais ce que j'apprends comme tours sur ma chaîne, c'est pas des tours, c'est des astuces magiques. Voilà, les tours de magie, ça s'apprend pas en une vidéo, en 5 minutes. On le sait. Donc, et alors, ça vient d'où? Il y a un besoin de transmission? Non, c'est que... alors, il y a un besoin de transmission, clairement, par rapport à l'école. Ouais. Voilà. Mais sur YouTube, non, c'est plus en fait... Si tu veux, on est parti du principe que... Alors,
j'avais envie de taper des délires. Sauf que la chaîne, elle est à thème magie. Donc si d'un coup tu vois un magie, tu vois Fabien Olicard qui fait du mentalisme et d'un coup il se déguise et il fait une connerie qui n'a rien à voir avec le mentalisme, tu vas dire mais ça colle pas, c'est pas sa ligne éditoriale. Et donc moi j'avais envie de faire des conneries quand même. Et donc on s'est dit comment faire pour pouvoir faire mes conneries, par exemple faire une parodie d'ASMR. Et je parle comme ça, tout doucement, dans le micro. Ça va tout le monde. Et c'est horrible, c'est horrible l'ASMR. Mais je voulais faire une parodie d'ASMR et je me suis dit si je le fais sur ma chaîne sans rien derrière, ça va pas plaire. Enfin, tu vois, les gens ils vont pas accrocher quoi. Donc on s'est dit comment faire de la SMR tout en gardant on s'est dit on va expliquer une astuce magique. Comme ça au moins il y a un fond de magie. On n'explique pas un vrai tour, comme ça on grille pas les secrets des vrais magiciens et tout ça. Et je peux taper mon délire de faire de la SMR. Et donc on a fait ce délire là, on a fait un délire avec Farod où on a la musique à fond dans les oreilles. Il n'entend pas ce que je dis, j'entends pas ce que je lui dis, enfin, on ne s'entend pas mutuellement, mais je lui fais un tour, je lui fais une astuce magique et je lui explique, sauf qu'on ne s'entend pas, donc je vais là, tu prends les cartes, hein, le sang, mais non, les cartes, connard. Et on ne s'entend pas, c'est énorme, c'est trop drôle. Et voilà, on a, tu sais, ce jeu Mashmo, il y a plein de youtubeurs qui ont fait où tu as un truc en plastique dans la bouche. Qui t'étire la bouche comme ça, il y en a plein qui ont fait ces jeux-là, mais si moi je fais ça, c'est un jeu de société, ça colle pas à ma chaîne. Donc, j'ai, avec un autre youtubeur, avec Atom, fait, voilà, je t'explique un tour de magie. Et quand je lui dis, il faut faire une prédiction avec la bouche. Voilà, tu vois, rien comme ça. Et tu vois la vidéo, t'es mort de rire. Donc voilà, en fait, c'est plutôt pour taper des délires que j'explique des astuces magiques. Mais ouais, je pense pas. Ouais, non, je sais même pas, je pense pas. Je suis sûr que j'expliquerai jamais de vrais tours de magie sur ma chaîne. Parce que c'est pas comme ça que tu apprends. Tu vas apprendre, tu as des bouquins. Là, on est tout à fait d'accord. Voilà. T'as pas besoin, tu as des profs, tu as des DVD maintenant en plus, tu as des boutiques de magie de partout. Donc, voilà. Et à quel moment tu te dis, toi, je vais créer mon école? C'est quoi l'idée à la base de cette l'idée, c'est que de 99 à 2006, en gros, parce qu'il fallait le temps d'après de créer, ces 7 ans-là, j'ai appris. Et la vérité, au bout de 7 ans, j'achète le schéma magique, 5 points magiques, Sonata. Il n'y avait pas l'arc-en-ciel magique à l'époque, il n'y avait pas Mémonique. Enfin, Tamaris, lien dans la description. C'est 3 références, c'est la Bible, les gars. J'achète ça, j'ouvre, je lis, et j'apprends rien. C'est l'air prétentieux, hein. Mais j'apprends rien dans le sens où j'avais tout mis en place seul déjà. Parce que Tamaris, qu'il a noté, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, bien sûr. Il a bossé, il s'est rendu compte de choses, et il les a mis en place, et il les a retranscrits dans un livre. Et je prends ces livres, et j'apprends quasiment rien. Et donc je me dis, mais pourquoi j'apprends quasiment rien? Peut-être que les informations existaient déjà, et que si je les avais eues, j'aurais pas galéré comme un connard, en fait. Tu vois, à moi-même essayer de découvrir tout ça. Et si j'avais pas galéré à découvrir tout ça, tout ce temps que j'ai passé à galérer, j'aurais passé à autre chose. Et donc, j'aurais encore plus progressé, je serais encore meilleur à l'heure actuelle. C'est un gain de temps. Voilà. Et là, c'est là que ça a commencé. C'est comme ça que est partie la démarche de créer une école. C'est-à-dire, si moi, j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné ses conseils, ou si on m'avait donné, ne serait-ce que de me dire, tiens, voilà les bouquins, quoi. Déjà, quoi. Voilà. Ça aurait changé ma vie. J'aurais appris plus vite. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé avec mes élèves. C'est-à-dire qu'en cours particulier, en 2 ans, les élèves avaient le même niveau que moi, j'ai eu en 5 ans. Ouais, forcément, tu arrives et tu dis voilà, quand tu fais cette technique, fais gaffe parce que suivant où tu le fais, si tu es dans un resto que la table est ronde, il risque de se passer ça au niveau du visuel. Si la table est carrée, il risque de se passer. Enfin, tu donnes tellement de conseils que l'élève après il arrive, il peut travailler n'importe où. Et sans parler, alors, il y a aussi ça, il y en a plein qui m'ont dit ouais, tu crées une école, ça va créer des concurrents. J'ai créé l'école en 2007, les gars, vous travaillez moins. Tu vois, non, c'est parce qu'il y a je crois qu'il y a eu presque plus de 1000 élèves, je crois. On doit être à entre 1000 et 1100 élèves qui sont passés dans l'école depuis 2007. Et il n'y a pas eu 1000 magiciens pros. Il y en avait peut-être une dizaine, tu vois. Oui, c'est clair. Après, les autres, ils sont là juste pour se faire plaisir, avoir une culture. Enfin, je veux dire, tous les gens qui font du foot ne deviennent pas Lionel Messi. Tous les gens qui font du judo ne font pas des compétitions internationales. Donc voilà. C'est de l'endurance, la magie aussi. Hein, oui, parce que des fois, c'est des passades. Des fois, les gens qui restent là-dessus et qui s'accrochent et qui bossent. Il n'y en a pas énorme. Hein. Ah non, clairement pas, quoi. Et on va aller sur un sujet qui est un peu plus délicat. Délicat. Arteco
Je quitte cette vidéo. C'est fini, je me casse. Excusez-moi, c'est vous le mec qui apprenez... je me cache. Vous apprenez à avoir des pourboires, c'est ça? C'est vous? Non, parlons pas de ça. Après, on va se fâcher avec Arteco et tout. Non, oui, clairement. En fait, si tu veux, en 2009, j'ai retranscrit, parce que les livres, j'ai rien appris. Oui, tu as eu envie d'en faire un, toi. Il y a plein de livres où j'ai appris des choses, heureusement. Hein. Mais en tout cas, Sonata, machin, et Chemin Magique, et 5 points magiques, j'ai pas appris grand-chose. Et je me suis dit, effectivement, par contre, c'est cool d'avoir tout synthétisé. Et si je les avais eus, j'aurais avancé. Et je me dis, et moi, qu'est-ce que j'ai appris tout seul, qui n'est pas dans aucun livre que j'ai lu? Comment je peux mettre ça en place? Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Un voyage gratifiant. Ce livre, je l'ai auto-publié. Ouais. Et je l'ai envoyé à des boîtes. Toutes les boîtes. Oui. HBM, je ne sais même pas si c'est encore HBM maintenant. Enfin, voilà, parce que je suis vraiment sorti du milieu magique depuis 2015. Oubliez-moi, quoi. Tu vois, j'ai fait mon bail de mon côté. Voilà. Mais voilà, j'ai envoyé à des grossistes, j'ai envoyé à Manolo, à Magic La Planète. J'ai même reçu un message d'Ornecker à l'époque. Magique. Qui font des livres. Et qui m'a envoyé une lettre, alors que je ne lui avais pas envoyé le bouquin, quoi. Donc il l'a vu, il l'a acheté, il l'a lu, et en me disant que c'était dommage parce que je n'étais pas connu, mais que ce qu'il y avait dans le bouquin c'était aussi intéressant que ce qu'on pouvait trouver dans d'autres bouquins, et qui me félicitait. Tu vois, j'étais waouh. Et là, je vais chez Gilles, parce que maintenant Gilles, si tu me regardes, mais je vais chez Gilles, on discute, et il me dit putain ton bouquin il est cool et tout, ça te dirait pas d'en faire un DVD? C'est à l'époque où Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est l'époque, tu te rappelles cette époque où Arteco, tu prenais une bouteille, tu pétais dedans, il te faisait, on fait un DVD ou quoi? Ouais, c'était vraiment, j'avais un DVD pour tout, quoi. Le mec il est là, je prends une pièce, elle disparaît, on fait un DVD? Non. Mais bon, ça marche pas. Il y avait un DVD pour tout. Et donc il me fait, on en fait un DVD, et je dis ouais, parce que c'est quand même, c'est Arteco. C'est Arteco, puis tout le monde n'a pas un DVD, tu vois. Clairement. Enfin, c'est lourd, pour moi c'est lourd, je me dis waouh, c'est génial. C'est une super opportunité, c'est clair. Grave. Et donc, on tourne le DVD et on met tout dedans. Comment toi créer un personnage? Parce que tu peux pas être toi-même. Toi-même, tu plais à des gens, mais pas à tout le monde. Quand tu es sur scène, il faut que tu plaises au plus grand nombre. Donc, comment se créer un personnage? Comment profiler les gens pour adapter ton personnage? Il y a plein de trucs super intéressants. Et donc, on fait tout ça. Et on va tourner des scènes dans un resto. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais l'habitude de travailler en partie au cachet. Mais comme il n'y a pas beaucoup de restos qui te ralassent bien quand tu y vas toutes les semaines. Normal. Voilà, même à l'heure actuelle, donc t'imagines il y a 10 ans ou 15 ans. Et donc ce que j'avais pris l'habitude, c'était de demander au patron si il me faisait un cachet, mais si en plus, ça ne lui dérangeait pas si je poussais un petit peu au pourboire. Mais je voulais personne, ni rien. Et donc c'est vrai que j'avais écrit un spectacle qui était adapté de manière un peu en entonnoir, où à la fin, j'avais un billet et je disais aux gens, en gros, le mec devait choisir, soit il me le laissait parce qu'il kiffait ce que j'avais fait, soit il me disait, c'était très cool, mais je vais récupérer mon billet, ou il pourrait récupérer mon billet et me donner une pièce de 2 €, ou juste me dire merci pour le billet, c'était cool, voilà. Donc il faisait ce qu'il voulait. Et sauf que, donc ils ont pris des images de tout ça, on était dans un resto, on a tourné tout. Et au final, Gilles me dit, est-ce que tu veux un pourcentage sur les ventes? Ou est-ce que tu veux un chèque comme ça? Je lui dis, c'est quoi la diff? Mais il me dit, si je te fais un chèque, en même temps, je t'achète les droits. Donc, je fais ce que je veux des images. Par contre, toi, t'empoches une petite somme qui, même à l'heure actuelle, était un peu plus haute que le SMIC de maintenant, tu vois. C'était pas non plus, tu vois, c'était pas genre, je m'achète une nouvelle voiture. Mais bon, voilà. C'est agréable. Voilà, ça met du beurre dans les épinards, quoi. Tu vois, c'était pas prévu, machin. Et soit, il me dit, soit je te donne 6 € par DVD. Et moi, je fais le calcul, je me dis, je m'appelle Pierre Sika. Non, mais à l'époque, Pierre Sika, c'était personne, il n'y avait même pas YouTube, tu vois. Ouais. Donc, je m'appelle Pierre Sika. Personne ne me connaît, tout le monde s'en branle. Donc, personne ne va m'acheter ce DVD. Donc, au pire, je lui dis oui pour les 6 €, je vais gagner 60 €, frère. J'aurais tourné 3 jours avec tout le boulot que ça implique pour 60 balles, ça fait chier, quoi, tu vois. Et par contre, effectivement, tu aurais gardé les droits. Mais j'aurais gardé les droits parce que, comme je touchais au DVD, j'avais mon mot à dire et dire, ah ouais, mais là, attends, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Mais sur le coup, j'ai préféré vendre tout et prendre mon chèque et basta. Et quand le DVD est sorti, j'ai fait. Parce que, en gros, tu prends la demande du pourboire qui, dans mon livre, c'est un chapitre sur 15. Voilà, il y a un petit chapitre. Ils ont pris ce chapitre-là, ils ont fait. Genre.
Voilà comment il fait pour prendre de la beatbox, caille. il faut que tu fasses. Et tout le côté personnage, c'était bon ben voilà, faut se créer un personnage. Cut, allez, on passe à la suite. Oui, mais j'avais expliqué des trucs aussi, quoi. Ouais. J'avais expliqué comment le faire, j'avais expliqué, enfin voilà. Donc ça m'a un peu dégoûté. Et d'ailleurs après, je suis plus trop allé chez Gilles après parce que ça m'a un peu gavé, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, même ce DV-là, quand j'avais ma boutique, je le vendais même pas chez moi, quoi. D'accord. Pour te dire. Un jour, je rencontre Spiouf, je sais pas si tu connais Spiouf. Oui, bien sûr. Et Spiouf, il me dit, c'est toi qui as fait le DVD? Je fais, oui, mais alors c'est ce qu'on va faire. Tu vas bien le mettre dans un coin, le jeter et tout. Il fait, non, mais je vais mettre dessus. Il me dit, si tu veux, les amis en club de Marseille. Il dit, si tu veux, je vais mettre dessus. L'auteur ne cautionne pas ce DVD. Mais ton livre est toujours dispo, par contre. Alors, le livre, moi, je ne l'ai plus édité depuis longtemps. Donc, peut-être il reste du stock quelque part. Parce que j'ai vu qu'il y a des sites qui le vendent encore. Mais moi, je n'avais édité, je ne sais plus combien, et j'en ai jamais réédité. Donc, soit vous achetez mon bouquin, et vous recevez un pauvre truc relié, photocopié, je me suis fait niquer, c'est-à-dire que je ne touche rien dessus, et voilà. Soit il vous l'envoie en PDF, je touche rien dessus, et voilà. Soit il vous envoie le beau livre, dos carré collé, machin, et ça, c'est moi qui l'ai édité. Voilà, mais moi, il y a Magica Planet qui l'a, il y a Arteco qui l'a encore, je crois, de tête, il y a le petit magicien qui l'a aussi, enfin voilà, quoi. Mais le livre est bien. Le livre, par contre, ça, je suis content. Et la semaine dernière, j'étais en formation lundi, mardi, du lundi au jeudi, avec des bachelors d'une école privée de commerce, pour leur parler justement de tout ce qu'il y a dans le livre. C'est là qu'on voit aussi à quel point c'est intéressant du fait que la magie, ce n'est pas que de la magie. Enfin, pour moi, c'est 20% de technique et 80% de psychologie. Ah non, mais clairement. Et je pense que voilà, tous ceux qui pensent ça, vous avez tout compris, quoi. C'est ça la magie. La magie, c'est pas tu fais ton tour, on s'en bat les couilles. J'ai vu Gaëtan Bloom faire un tour, frère, avec rien. Zéro, nada, walou, que dalle. Ma bannière YouTube, oui. elle pop là. Les dessins, c'est JL Mas qui me les a fait. JL Mas, c'est un dessinateur de Marvel. C'est-à-dire le mec, son travail, c'est de dessiner des comics pour Marvel. Pas des copies. Hein, voilà. Ça va. Il est cool, hein? Ouais, Et en fait, il m'a fait la bannière. Pourquoi? Parce que un soir, on était au resto après une convention, justement, et j'ai fait un tour de Gaëtan Bloom où il y a besoin de 0 carte, 0 rien. Il y a besoin de 0 pièce, rien. T'as besoin. J'ai déchiré un bout de nappe, j'ai sorti mon feutre, j'ai marqué un truc dessus, je l'ai plié en 4. Merci Gaëtan. Et il me dit, bah, c'est trop lourd et tout. Et puis il m'a dit, ah putain, tu m'as régalé hier soir, demande-moi ce que tu veux et tout. Je dis, une bannière, c'est possible? Il me fait, mais quand tu veux, frère. Bah voilà. Donc, comme quoi, on peut faire de la pure magie. Et là, pour le coup, le tour de Gaëtan, il n'y a rien, quoi. Il y a 5% de technique, et encore c'est des techniques psychologiques à nouveau pour amener la personne là où tu veux, et tout le reste c'est que du blabla, que de la présentation. Alors peut-être que je vais me planter, et là on va sur un terrain qui est un petit peu plus pour les connaisseurs. D'accord, je croyais un terrain glissant. Non, c'est pas glissant du tout. Ouf, c'est pas glissant, ça va. Parce que j'ai envie de parler d'une influence qui pour moi transpire dans ce que tu es en train de me dire, qui est l'école espagnole. Pour moi, c'est la meilleure. Voilà, vas-y, on refait ça. J'aime bien voir de la magie américaine, tu vois. C'est ce truc très, très technique. J'aime bien regarder, mais l'école espagnole, on est dans... Enfin, voilà. Parce que Jean-Pierre Vallarino disait ça dans l'interview, il disait, c'est-à-dire qu'arrive à un certain niveau, tu peux plus baiser personne. Tu vois, arrive à un certain niveau... Tu connais Benjamin Emmerich? Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Emmerich, qui est un magicien, il fait partie de l'équipe de France de magie depuis quelques années, c'est un de mes anciens élèves. Et la première fois, il s'est inscrit à un concours. Il ne faisait même pas partie de la FAP à ce moment-là et tout. La première fois, il s'est inscrit à un concours. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui dis, laisse tomber les techniques. Je lui dis, pars sur de la mise direction. Je lui dis, tu peux avoir Bernard Bélis en face de toi, Léonard Green en face de toi. Va leur faire une technique, tu les trouveras jamais. Maintenant, c'est des êtres humains. Et si tu leur dis, les gars, regardez par ici, ils vont se faire avoir de l'autre côté quand même. Hop, celui-là. Mais c'est vrai, parce que c'est des êtres humains. Et ça marche pour tout le monde. Donc, je lui dis, pars sur de la mise dire et tu vas mettre des taquets à tout le monde. Et la mise dire, c'est quoi? C'est de la psychologie, hein, tout simplement. Je te mets le lien vers ma vidéo sur le détournement d'attention, sur le format On s'explique, où j'explique à peu près en détail, dans les grandes lignes, mais pour que tu puisses quand même comprendre ce que c'est la misdirection. Arrivé à un certain niveau, on ne baise plus personne, ça c'est clair et net. Alors, je n'en suis pas là, parce que je n'en suis pas là, c'est tout.
Un soir, je me retrouve à Paris pour je ne sais pas trop quoi. Je me retrouve à la fin d'une conférence d'un mec un peu mauvais, Danida Ortiz. Nul à chier. Nul. Et puis il y avait d'autres gars qui étaient pas très bons, Yann Frisch. Ouais, des débutants quoi. Giancarlo Scala, Paco Oui, Rodas. Des débutants, des petits mecs qui débutent. Et je me retrouve à table avec eux parce que c'est des Espagnols. Alors évidemment, on termine à voilà. Danida Ortiz qui, avec des cartes, prend une perceuse invisible et me l'enfonce dans le crâne, me broie le cerveau et me retire tout ça. Je me suis dit, mais putain, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ouf. C'est ouf. Moi, ce qui m'a le plus marqué d'Ortiz, c'est son forçage invisible. Incroyable, hein. C'est ouf. Vous l'avez vu ou pas ça? Le classique force. C'est de fou. Il te fait un classique force. Toi, tu le fais avec des cartes. Lui, il te fait sans carte. Il te force la carte qu'il veut. C'est un enculé. Et toi, tu fais oui, mais j'ai choisi librement celle-là. Et toi, tu fais ah merde. Toi qui es derrière ton ordinateur à regarder des vidéos, des tutos sur YouTube, sache que tu peux faire des tours de cartes sans carte. C'est ça. Voilà. Et des tours de pièce en pièce d'ailleurs. Et voilà. Et sache que d'une manière ou d'une autre, ces tours de cartes sans cartes et tours de pièces sans pièces sont plus forts que des tours de cartes avec des cartes. Cherche pas. De toute façon, les tutos sur le net. Par défaut, dis-toi qu'un vrai magicien ne dévoile jamais ses secrets. Donc si tu débutes la magie, tu regardes des tutos et c'est comme ça que tu es arrivé sur sa chaîne, oublie. Si le mec dévoile un secret de magie, soit c'est pas un vrai secret, comme moi quand je dévoile mes petites astuces magiques sur ma chaîne, c'est pas des vrais secrets, c'est juste pour le lol et voilà. Donc tu seras pas magicien si tu fais pas des vrais secrets. Et si c'est des vrais secrets, c'est que le mec doit soit très très mal les faire, soit ne pas respecter la magie et chier sur la magie. Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre une discipline avec quelqu'un qui ne la respecte pas? Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre une discipline avec quelqu'un qui ne la maîtrise pas? Non. Bon, on laisse tomber. Si tu as envie d'apprendre la magie et que tu es sur une chaîne où il y a des tutos, tu n'es pas au bon endroit, clairement. Tu n'apprends pas. Regarde. Là, on sent qu'on touche. Là, on touche un truc. Là. Ça, mais en fait, si tu veux, je m'efforce. J'aime la magie du plus profond de mon cœur. C'est quelque chose qui me touche aux tripes, qui me transporte au plus profond. Au plus profond. Et ça me tue de voir notre art dénigré comme ça. Même si au final, c'est pas tant notre art que ça. Moi, je pense Cela dit, je passe au-dessus maintenant. Cela dit, la scission qui se fait entre les magiciens et les gens qui font de la magie devient gigantesque. J'ai plein de gens, et heureusement d'ailleurs, des gens intelligents, qui me disent, j'ai commencé avec des tutos sur YouTube, j'ai bien compris que c'était de la merde, donc je m'inscris dans ton école. Donc, de même, les gens voient de même que, voilà, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Puis en plus de ça, allez, tu dois avoir entre 10 et 12 ans, là, je te parle à toi, là, 10 et 14 ans, tu regardes là, d'accord? C'est à toi que je parle. Tu vas apprendre un tuto à la con sur YouTube. Tu vas le travailler, ça va être un tour de merde. Tu vas le faire. La carte, elle se transforme. Tes potes, ils vont faire quoi le soir? Ils vont rentrer sur YouTube, ils vont taper la carte qui se transforme, ils vont trouver la même vidéo que toi, ils feront la même chose que toi, t'as rien d'exceptionnel, frère. Timothée, 14 ans, qui nous regarde, qui a envie de commencer la magie, à qui on vient de dire ne va pas regarder des tutos sur YouTube. Et en même temps, c'est du courage d'aller regarder des livres parce que c'est pas évident. C'est pour ça que moi, je ne conseillerais pas de suite un livre. Il y a des très bons livres qui sont, le Roberto Giobbi. Le cours de cartes moderne. Qui sont ouf, mais je trouve, excuse-moi Roberto, mal écrit. Dans le sens où, c'est pas mal écrit dans ce qu'il explique, il explique très bien, et il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai l'impression que ça passe de Don, Biddle, saut de coupe. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un boom qui est grand écart, et enfin voilà. Donc voilà dans pourquoi je dis c'est mal écrit. C'est-à-dire que quelqu'un qui... T'es magicien pro, tu t'y connais, tu as le cours de cartomagie moderne, tu peux t'en servir un peu comme un médecin se sert d'un Vidal, tu vois. Attends, il me semble bien avoir lu un truc, tu vas chercher, tu peux retravailler, et c'est génial. Maintenant, quand tu débutes, tu manges ça dans les dents, c'est compliqué. Alors en DVD, donc, moi, je serais plus vous conseiller les DVD de Bernard pour débuter, je les trouve mais juste ouf. La magie par les cartes. Classique. 1, 3, 5. Le 2 sur les tricheurs. Le 4 sur les jeux biseautés. Le 6 sur les jeux, je sais plus quoi. On s'en bat les couilles. 1, 3, 5. Tu vois le 1. Mais moi, je vais vous conseiller de faire 1, de le travailler entièrement. Et quand je dis entièrement, c'est tu ne fais pas le tour numéro 2 du DVD tant que tu n'as pas vu le 1. Parce que là, pour le coup, Bernard les a superbement bien montés. C'est-à-dire, tu maîtrises le 1, tu passes au 2. Quand tu maîtrises le 2, tu passes au 3. Et tu prends du niveau avec ça. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment lourd. Et ensuite, là, ouvrez des bouquins. Et là, de suite, tu auras, et notamment les cours de cartomagie moderne qui sont des bons pavés comme ça. Et là, tu vas te faire plaisir. Il n'y a pas que ça, tu as l'air naze aussi qu'il faut lire.
en technique. Hein. Oui, l'expert expert on the card table. Yeah. Voilà, t'as l'air naze, t'en as tellement après. L'air de naze. L'air de naze. Parce que sinon t'as l'air naze. Ouais, t'as l'air naze. C'est différent. Moi, quand je sors à poil dans la rue, je fais que j'ai l'air naze. On dit ça comme si je sortais souvent à poil dans la rue. Mais ouais, non, après il y en a tellement. Il n'y a pas de. Ou alors tu donnes oui, c'est ça. Une liste comme ça ou... Moi je sais que j'ai commencé par l'encyclopédie des routines et techniques de cartes de Jean-Pierre Vallarino, que j'ai adoré. Et ça... Vas-y, dis, ça allait dire un truc. Ah non, je dis, le seul truc que je suis moins fan chez Jean-Pierre, c'est que Jean-Pierre, il est un peu je m'en foutiste. Dans ses DVD. J'ai vu des DVD de Jean-Pierre où il fait alors là, je vous montre dans le comptage. Ah non, merde, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais frère, coupe. C'est une vidéo, coupe. Quand tu te plantes, tu coupes, tu recommences. Et je trouve que c'est ce petit côté-là qui me dérange un peu, parce que autant je suis très dans la connerie, mais quand je bosse, je bosse. Et c'est vrai que d'avoir un DVD où le mec il est en mode à la zob, ça m'a un peu dérangé. Mais à part ça, le contenu, ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais c'est juste cette manière de faire qui est... Bernard, c'est carré. Tu as une démonstration, une explication des techniques, explication du tour. Et j'aime bien quand c'est carré, quand je dois travailler, quoi. On en arrive à une contradiction qui n'est pas faite par toi, pas du tout, mais qui est faite un petit peu par l'ambiance actuelle. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant de te la poser que ton métier, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, en partie. Hein. La magie s'apprend lentement. Yes. Si on la fait correctement. Bien. On prend son temps, tranquillement, on a les crampes aux doigts, on mate un film, en même temps on fait les techniques pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et on fait tomber les cartes, et nos proches n'en peuvent plus quand on fait des springs à cause du bruit. Bon, bref. Et encore, ça c'est parce que tu fais que des cartes. Voilà. Si tu pars sur les pièces, bing, 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 les anneaux chinois, clang, clang, donc c'est... Les parents de mes élèves, ils ont une testasse comme ça à la fin de l'année, je te jure. C'est long, c'est laborieux, ouais. C'est un voyage incroyable. Grave. Je vois où tu vas, t'as raison. Et les réseaux sociaux... C'est le travail de l'éducation aussi, quoi. Ouais. C'est le travail, je pense que c'est ton travail grâce à ta chaîne YouTube, c'est le mien grâce à ma chaîne YouTube, c'est d'expliquer ça. C'est que moi, à chaque fois que j'explique une astuce magique sur ma chaîne, je vais dire aux gens, voilà, c'est pas un vrai secret de magie, parce que le vrai secret, ça prend du temps, et on peut pas faire autrement. Je veux dire, quand ta balle doit disparaître, il y a un certain mouvement qu'il faut faire, et si tu le fais, et si tu le travailles pas pendant des heures, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Moi, quand j'avais ma boutique, j'ai une anecdote sur à propos des balles, c'est pour ça que je pense à ça. Une dame qui vient avec sa fille et elle me dit « Ouais, je vais acheter des balles. » Ok, mais vous avez un support pour travailler, un DVD, un livre? Non, mais c'est bon, j'ai vu un magicien faire ça la semaine dernière, tu prends la balle, c'est bon, on a compris. Quoi. On n'y est pas trop. Ok, je vais être sûr, hein, parce que... Ouais. Je lui donne sa boîte de Gauchman, tranquille. Elle se barre. Et elle revient le lendemain. Elle marche pas. Elle marche pas. Comment ça, elle marche pas? Elle me dit oui, mais il n'y a pas de truc où elle rentre dans l'une dans l'autre et machin. Ah bah non, c'est des balles quoi. Enfin, tu prends une éponge, tu la coupes en trois, ça revient même quoi. Et elle fait ah, c'est pour ça qu'hier je vous ai proposé, si vous vouliez, un DVD ou un livre pour justement apprendre les bases de ces techniques-là. C'est des semaines de boulot. Et voilà, les gens pensent souvent que la magie c'est comme ça. Et malheureusement, il y a aussi des magiciens dont je tairai le nom, et sur les réseaux aussi. Hein. Je pense, je ne tairai pas le nom, mais tiens, je pense à Julius Dane. On va partir à l'américaine. Là, au moins, voilà. Il y a très peu de chances qu'il ouais, voilà, pour pas le vexer. Mais c'est vrai que tous ces gens qui font des effets magiques, qui déjà ne sont pas magiques, parce que j'ai une vidéo, je l'ai montrée à Maxella, je crois. Tu la mettras là si... de toute façon, tu as droit à 5, il faudra trier. Tu la mettras là si tu veux. Où tu vois un mec, je te jure, c'est vrai, il a une carte blanche. La caméra est là. Il se met comme ça en gros avec sa carte blanche. Et juste avant, il dit aux gens qui sont derrière, dès que je vais taper sur la carte, vous allez faire waouh! Et là, donc, il a une carte blanche, il se met comme ça, il fait. Et la carte ne change pas, elle reste blanche, et tout le monde derrière waouh! Et lui, après en post-prod, ce qu'il fait, c'est qu'il va rajouter la carte. Il tape, au moment où il tape, poum, sur une frame, il change la carte pour une autre. Et là, tout le monde qui est derrière, donc derrière, quand tu vois une carte blanche, tu vois un dos. Hein. Donc, tu n'as même pas d'effet magique, tu vois. Mais tout le monde fait waouh, c'est fou! Et toi, tu regardes ça, tu fais oh, le mec est fort. Quoi. Ouais. Il a tapé, sauf qu'en fait, c'est que du fake, quoi. Et ça, on parle très très loin, mais ne serait-ce qu'utiliser un gimmick, t'es là. Je le fais aussi, attention, hein, mais mon utilisation de gimmick, elle va être très très légère. Il y a des magiciens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne font quasiment que des gimmicks. Et c'est vrai, ouais, t'es là, t'as une carte, boum, ça devient un sachet de thé, c'est génial, frère.
sauf que la personne elle est derrière, elle fait waouh, au moment où ça se transforme, sauf que si, enfin, fais-le à ton spectateur, mets ton spectateur derrière, il va faire mais frère, j'ai tout vu, qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, donc, ça c'est sûr que, alors tu vois par exemple, donc, on parle d'instant T, moi j'avais... Instant T c'est très bien, c'était super, c'est incroyable. Mais il faut arrêter de faire croire au public, c'est ça que je dis, que tu peux faire ça avec des gens. C'est comme quand le mec il te fait un bill switch, il est là, il y a la caméra, il y a son spectateur là, il te fait le bill switch comme ça. Mais non, lui il voit tout. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Ton bill switch, si tu me le fais en public, entouré avec le bon contrôle du regard des spectateurs et tout, je te dis ok, ça me pose aucun problème. Faire un bill switch avec quelqu'un derrière qui fait waouh, alors là, ça marche pas. C'est prendre les gens pour des cons. Voilà. Il y a une autre anecdote qui est à peu près similaire qui m'était arrivée quand je donnais des cours en Suisse il y a 2 ans, un truc comme ça. Je donnais des cours d'une semaine, c'était des sessions d'une semaine. Une gamine, les parents viennent et puis ils voient que je fais un Classic Force avec des cartes pas invisibles, un Classic Force. Oui, Classic Force. Classic Force, c'est... On parle en mois de travail, je pense. On est bien tranquille. Je te dirais même année. Ouais, mois pour le faire, année pour le maîtriser. Ouais, non, clairement. Et les parents voient et puis elles disent « Ah, je vais l'inscrire. Parce que vous allez lui apprendre ça. » Ça aussi, ouais. C'est-à-dire... Les gens qui ont l'impression que la magie, c'est à la carte, tu sais. C'est-à-dire, ah, il est bien ton tour là où la carte, elle fait ça. Ouais, d'accord. D'abord, fais les heures. Apprends à le tenir, ton jeu. C'est ça, le nombre de gens qui viennent me voir en cours et qui ne savent pas tenir leur jeu de cartes. Ça, c'est aberrant. Alors, quand ils n'ont jamais fait de magie, c'est une chose. Évidemment. Mais les gens qui viennent me voir, en fait, ouais, je suis magicien depuis 5 ans. Ah, très bien. Ils arrivent, ils prennent le jeu, ils sont comme ça. Tu fais, mais frère, tu connais la position de la donne? Alors, on repart à zéro. Et eux, ça les démotive, tu vois. Ils sont un peu blasés. Et donc, c'est aussi mon travail de prof de magie d'expliquer que c'est pas leur faute. Enfin, je veux dire, ils sont pas arrivés en disant tiens, je vais faire de la magie, je vais faire comme ça. C'est qu'ils ont eu un support qui leur a mal expliqué. Et voilà. Et généralement, c'est YouTube. Hein. On va pas se leurrer, on va pas se mentir. Écoute, je crois que doucement, on arrive au bout. Alors pour terminer ces séries d'interviews, ce que je fais en général, c'est que je pose quelques questions qui amènent des réponses plus courtes, des réponses plus rapides, courtes, rapides comme ça. Du tac au tac, quoi. Un souvenir magique qui a marqué ta carrière. Ah, j'en ai plein. Un souvenir magique qui a marqué ma carrière. C'est que des questions qui mettent en PLS, je te préviens. Ah ouais, parce que ça va trop vite, quoi. Il y en a tellement. Un truc qui a marqué ma carrière. Le numéro de téléphone au Fly Club. Ah, ouais, celui-là, il est pas mal, mais il y en a deux. Il y a le numéro que je t'avais raconté, le numéro de téléphone, mais c'est pas vraiment de la magie. Ouais. Mais un souvenir magique. Ouais, oui, effectivement, c'est un souvenir magique. Et ça, ouais. Et après, il y a la fois où j'ai monté tout un truc au dernier moment à Patrick Timsit. Je lui ai mis une tige d'anthologie. Ça, c'est vraiment magique parce que tout était calculé. C'est vraiment de la magie. Je te raconte les deux, tu choisis celle que tu veux. La première, c'était dans la boutique de jouets dans laquelle je travaillais. Une boutique de jouets sur Montpellier. Et j'étais un petit charreau à l'époque. Maintenant, je me suis calmé. Mais à l'époque... Maintenant, t'as un gros charreau. Maintenant, je suis un gros charreau. Maintenant, avec du bon chocolat et tout. Non, mais j'étais un petit charreau. Et dès qu'il y avait moyen de charroter, je le faisais. Et là, il y a une fille qui rentre, elle est mignonne. Et je lui fais un tour de magie. Et je lui dis, si j'arrive à t'impressionner, tu me donnes ton numéro de téléphone. En gros, hein, je ne l'ai pas dit comme ça. Ouais, j'enrobe pour aller plus vite. On l'a tous fait. Et tu as compris. Elle me dit oui. Et puis après, au dernier moment, forcément, elle me dit non, parce qu'elle n'a pas forcément envie de me le donner. Elle dit oui pour avoir un tour de magie. Enfin, voilà. Et je lui dis de toute façon, je m'en fous, je peux le deviner. Et je lui dis, je pense que ça commence par 06. Donc elle se marre, forcément. Et de là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là. Non, enfin, là, je me suis dit, là, c'est du mentalisme, clairement. À l'époque, genre les SFR c'était 0624, les Bouygues c'était 0660. Il y avait, comme tout le monde n'avait pas des portables comme maintenant, il y avait vraiment les deux premiers numéros qui étaient par rapport à une société. Et mais quelques semaines plus tard, j'avais lu qu'SFR, c'était eux à ce moment-là qui avaient le plus gros truc. C'était pas Orange à l'époque, c'était SFR. Et donc je dis, je pense que le deuxième chiffre c'est 24. Et là, comme elle n'a pas conscience que je savais qu'SFR machin, et que j'avais les numéros en tête par cœur, parce que dans ma famille il y avait plusieurs personnes et que je savais un petit peu les bails, elle commence à faire wow, ça la choque. Et là, impossible de vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai eu des numéros qui me sont apparus dans la tête. Et j'ai balancé les numéros qui me sont apparus comme ça. Et je lui ai sorti son numéro de téléphone en entier. Le dernier numéro même, je lui dis, le dernier numéro, je vois entre 30 et 40. Il y a un gamin qui rentre dans la pièce, je lui dis, donne-moi un chiffre entre 30 et 40. Le mec, il dit 32. La meuf. C'est très très fort.
C'est imbattable. Mais même moi, je sais pas. Est-ce qu'on était connecté à ce moment-là? Est-ce que c'est que du hasard, comme quelqu'un qui gagne au loto? Tout simplement, hein, voilà. Je sais pas. Ça arrive une fois dans une vie, je pense. Hein. C'est jamais arrivé en 20 ans, tu vois, c'était une seule fois. Donc voilà. Et l'autre anecdote, c'est avec mon Benji, on était pour une levée de fonds dans des hôpitaux à Nîmes, et le parrain de la soirée de la levée de fonds, c'était Patrick Timsit. Okay. Je regarde que ça s'arrête pas là-bas. Et en fait, je commence mon tour, et au moment où je vois Patrick Timsit, je m'arrête. Je fais, ah mais... Et je fais le fan teubé. Tu sais, genre, j'arrête de faire de la magie parce que je l'ai reconnu, tu vois. Alors que je savais très bien qu'il était là, ça fait 3 semaines qu'on m'avait embauché, qu'on m'avait dit, il y a Patrick Timsit, tu vois. Et je joue la comédie en mode, mais j'adore. Oh, mais un Indien dans la ville, tout ça, machin. Tu sais, je lui sors des bails les plus dégueulasses, quoi. Tu sais, ouais, Kumak, enfin, tu sais, je lui sors des morceaux de ces sketchs les plus pourris. Et puis je lui dis, on peut prendre une photo et tout. Et là, il me dit, tu sais, il est gêné, tu vois, et tu sens dans son regard qu'il me dit oui, mais genre oui pour que ça aille vite et qu'on passe à autre chose parce qu'il y a un malaise qui s'est créé, tu vois. Et donc, on prend la photo, et je te montrerai la photo, je l'ai... et en plus, je demande à la présidente de l'association, c'est la meuf la plus... machin... de nous prendre en photo, tu sais, je demande pas à n'importe qui, c'est à elle que je demande. Donc lui, il était encore plus gêné parce que c'est la deuxième personne la plus importante de la soirée, c'est elle, et c'est elle que je demande de prendre en photo. Et donc on prend en photo, machin. Là, je fais toute une routine. Et là, donc je pars sur Vietnam. Donc déjà, c'est long, pour ceux qui connaissent Vietnam, c'est long, mais surtout, Vietnam, si tu connais pas Vietnam, la carte qui est choisie, voilà, c'est vraiment choisi de manière totalement aléatoire. Ouais. C'est vraiment le tour où personne ne peut dire ouais mais c'est toi qui as décidé quoi. C'est non, ça marche pas. Voilà. Et donc je lui fais Vietnam, une petite version raccourcie, où à la fin, hop, je change, où à la fin toutes les cartes disparaissent au profit de l'Omnideck. Donc là je mixe Omnideck et Vietnam. Et donc Vietnam, nanana, donc je devine la carte, on met tout dans la main, j'essaie de la récupérer la carte que j'ai devinée, ça marche pas. Je dis mais ouvrez la main, pouf, le jeu a disparu, c'est devenu un bloc de plexi. Il y a la carte choisie. Et là je dis mais est-ce que vous pensez que tout pourrait être prévu? Et là, ils me regardent tous. Je fais, est-ce que vous pensez que depuis le départ, tout pourrait être prévu? Et là, je fais, vous vous rappelez de la photo qu'on a prise tout à l'heure? Et là, je ressors la photo que la meuf nous a prise. Et là, en fait, je tiens Patrick Timsit par l'épaule. Et dans ma main, j'ai la carte qui est posée. Je tiens le jeu de cartes en main avec la carte posée ici. Ça, c'est génial. Et là, il comprend à ce moment-là qu'en fait, je m'en bats les couilles. Il s'est fait couillonner sur toute la vie. Il s'est fait couillonner sur le côté, j'ai joué la comédie et sur le malaise que j'ai créé. Tout le monde le comprend à ce moment-là. Et là, j'ai fait, franchement, c'était lourd. J'avais encore des frissons, quoi. C'était énorme, quoi. T'es prêt pour la PLS suivante? Vas-y. Tu as 30 secondes. Pourquoi tu fais de la magie? Pour faire kiffer les gens. Je te jure. C'est quand tu vois des gens qui ont 30, 40 ans et qui réagissent comme des gamins de 6 ans, mais je suis là, je fais waouh, c'est ça ma vie. Ouais, je kiffe. Et même sur YouTube, je vois les gens, ils me renvoient de l'amour, ils m'envoient des messages en me disant ouais, qu'ils kiffent ce que je fais. Il y en a même qui m'envoient des messages en me disant qu'ils passent des mauvais moments, puis qu'ils regardent des vidéos. Il y a plein de commentaires, si tu regardes dans les commentaires des vidéos, j'espère que toi ça va t'arriver aussi parce que c'est ouf. Quand tu lis un commentaire et que tu dis quelqu'un qui te met putain ma journée c'était de la merde, si j'ai vu la notification ça a égayé ma journée, tu fais waouh, enfin c'est énorme quoi. C'est une belle aventure qui t'arrive là. Ouais, mais déjà je la vivais avec la magie, tu vois. Quand les gens ils te font venir sur une animation et puis que tu arrives à vraiment faire kiffer les gens, c'est ça quoi. C'est ça. Eh bien, je crois qu'on a doucement fait le tour. Je pense. On a beaucoup parlé. Pour toi qui est derrière ton écran et qui a vu le nom de Pierre Sika dans le titre mais qui connaît pas ma gueule, moi... C'est sa chaîne, c'est pas la mienne. Hein. Ouais, c'est ça, qui connaît pas ma gueule. Moi je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien, je fais ce que je peux pour servir l'art magique sur cette chaîne, sur la chaîne que vous êtes en train de regarder. Il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs, tu peux aller voir. Je fais en sorte, abonne-toi. Je fais en sorte de le rendre accessible, donc tu t'abonnes, tu aimes, tu commandes, tu 14 partages. Ans, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche maintenant, Timothée. Et tu t'abonnes. C'est donc pour ça que je t'invite à suivre tout ce qui va arriver sur la chaîne. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne de Pierre, si c'est pas encore fait, hein, d'ailleurs, si tu sois magicien, profane, abonne-toi, il fait du super contenu, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ta bienveillance. Merci beaucoup pour... C'était un cœur, c'est une bite. Putain, je me trompais, ça c'est le cœur, je me confuse à chaque fois, frère. Merci beaucoup pour ta patience. Quel enfoiré. Merci beaucoup pour ta patience. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour m'avoir invité chez toi, pour m'avoir prêté tout ton matériel. Parce que tu as vu que la qualité de l'image est meilleure, la qualité du son est meilleure. C'est la qualité qui va t'attendre sur cette chaîne YouTube dès que j'aurai de la thune. Et donc abonne-toi et regarde toutes les pubs en entier. Ouais. Comme ça, il a de la thune, comme ça, il monte la qualité.
Merci beaucoup. Si, si tu veux dire un dernier mot pour conclure ça, eh ben, fais-le. Sinon, on peut s'arrêter là. Juste, franchement, moi je suis content parce que ça fait plaisir de ne pas être seul en fait. Tu vois. Moi j'essaye de faire passer mes messages de vulgarisation de la magie au sens. Voilà, je veux que les gens aiment la magie par ma chaîne, par mes conneries. Toi, tu es moins dans la connerie que moi, mais c'est bien aussi. Et justement, si on est nombreux à le faire, et ok, ta chaîne pour l'instant elle est comme ça, j'espère qu'un jour elle sera gigantesque, mais même comme ça, c'est plein de petites chaînes comme ça mises bout à bout qui font un travail aussi fort que ce que moi je peux faire avec une chaîne plus grosse, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Les amis, nous on se dit à la semaine prochaine. C'est ciao.